va attendre que tous les participants se connectent. Ça prend un petit moment. Il y en avait une cinquantaine d'inscrits, c'est ça? Ouais. Exactement. Tu nous présentes tous au début ou petit à petit? Je vais vous présenter. J'attends juste là de voir le nombre de participants se stabiliser et on peut commencer. Ça m'a l'air plutôt bon. Du coup, je vais vous présenter en effet. Donc, merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui présentera le baromètre qualité de vie au travail dans l'ESS. Donc, c'est la 3e édition en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour vous faire une petite présentation, nous avons avec nous donc Nathalie Lair. Donc, Nathalie Lair qui est chargée de mission santé et qualité de vie au travail de Corom. Nous avons Pascal Gour, délégué régional Corom en Auvergne-Rhône-Alpes. Guy Babola, délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l'UDES, et Younes Benjab, chargé de mission santé et qualité de vie au travail de Corom. Moi-même, je suis Guillaume Poinsignon, chargé d'animation et de développement territorial pour l'UDES, en charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Normalement, nous avons un autre présentateur qui devrait arriver dans quelques minutes, qui s'appelle Philippe Besson, qui est directeur des ADIMC dans le 42. Donc voilà un petit peu pour la présentation des personnes qui interviendront dans ce webinaire. Je vous remercie d'être présent. Je tiens à vous signaler avant toute chose que ce webinaire est enregistré et qu'il sera ensuite présent sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet respectifs pour que vous puissiez rattraper ou diffuser cette présentation. Il y a à votre disposition plusieurs outils normalement. Vous avez un chat qui vous permettra d'interagir. Et puis, pour des questions plus spécifiques auxquelles nous devrons répondre à la fin de ce webinaire, je vous propose d'écrire les questions dans le Q&R. Cet espace-là vous permet de poser vos questions. Soit nous vous répondons directement et les réponses sont visibles par tous, ou nous y répondrons à la fin. Donc, ça sera les intervenants qui y répondront avec plaisir. Voilà, pour le programme de cette matinée, nous commencerons avec une présentation et un accueil par Guy Babola et Pascal Gour, suivi d'une présentation des résultats du baromètre QVT par Nathalie Lair. Et enfin, nous irons sur une partie plus concrète qui sera présentée par Philippe Besson et M. Younes Benjab, suivi ensuite d'une présentation de l'ERDS par Guy Babola. Voilà, je vais peut-être te laisser la main, Guy, pour faire une présentation de l'UDES en région. Okay, merci, bonjour à tous. Merci de votre présence et merci à notre partenaire Corom d'être avec nous pour parler de ce thème de la qualité de vie au travail et surtout voir en quoi cette qualité de vie au travail peut être un levier de réponse aux problèmes de prévention que rencontrent nos entreprises de l'ESS en région Rhône-Alpes. Alors, un mot effectivement sur l'UDES. L'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, donc regroupe 23 groupements et syndicats d'employeurs, donc les trois grandes familles traditionnelles de l'économie sociale, associations, mutuelles et coopératives. Ce sont 16 branches et secteurs professionnels qui sont représentés, un peu plus de 30 000 établissements qui emploient environ 1 million de salariés. C'est l'organisation multiprofessionnelle, et c'est un peu notre spécificité, de l'économie sociale et solidaire.
Ce qui est important aussi de dire, c'est que l'UDES rassemble 80% des employeurs fédérés de ce secteur de l'ESS. En Auvergne-Rhône-Alpes, un mot, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu plus de 300 000 salariés. Alors, on a l'habitude de dire que c'est 11% de l'emploi sur le territoire, 28 000 établissements, 10% des établissements de la région. Alors, l'UDES, de ce fait, est le seul partenaire social reconnu de l'ESS. Et en tant que partenaire social, elle porte la parole collective des employeurs de l'ESS auprès des pouvoirs publics en région, des partenaires sociaux, des acteurs territoriaux, sur toutes les questions liées aux politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. Alors, en appui, j'allais dire, à la présence et à l'activité de ces membres sur la région, la volonté de l'UDES, c'est évidemment de contribuer aux politiques régionales et aux démarches territoriales de concertation de manière à assurer la défense et la promotion des employeurs de l'ESS dans la région. L'UDES a d'ailleurs ainsi pu défendre les spécificités des employeurs de l'ESS dans la crise que nous traversons d'ailleurs encore, mais surtout pendant la période du confinement et au début de cette crise où il y avait effectivement des problèmes rencontrés qui étaient des problèmes majeurs. Je pense qu'il faut insister sur l'idée qu'on est très sensible à la volonté de vouloir valoriser la mesure de l'impact social des entreprises de l'ESS, parce que nous pensons que nous avons des atouts à faire valoir. Et effectivement, la qualité de vie au travail dans les entreprises de l'ESS est un élément qui fait partie de cette mesure de l'impact social général. Nous avons sur ce thème-là un partenariat depuis plusieurs années avec Corom. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de décliner donc, le 3e baromètre QVT au cours de cette conférence, la santé au travail et la prévention dans l'entreprise. Donc, les pratiques qu'on a pu observer pendant la période, pendant la crise, dans les entreprises de l'ESS, nous pensons que ces pratiques sont susceptibles de pouvoir aussi alimenter plus largement la réflexion d'autres entreprises dans la région. Voilà pour ce qui concerne l'UDES. Je vais maintenant passer la parole à Pascal Gour pour nous présenter notre partenaire Corom. Oui, merci Monsieur Babola. Effectivement, ce partenariat UDES-Corom rentre dans la lignée des partenariats conclus avec les structures de l'économie sociale et les représentants. Par exemple, la CRES aussi au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Corom, en 2 mots, je présenterai très rapidement avant l'intervention d'Intermolaire la partie ingénierie sociale de Corom. Corom, c'est avant tout le monde mutualiste, puisqu'on a été créé par les mutuelles. Et la particularité de Corom, c'est qu'on travaille que sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on est forcément militant de ce secteur d'activité. Et on a à peu près aujourd'hui, à travers nos métiers, alors nos métiers de base, c'est la prévoyance, ça a été la retraite pendant un moment, et la santé. On fait partie du groupe Vive, qui est le principal groupe de protection sociale nationale et essentiellement mutualiste, avec des mutuelles comme Harmonie Mutuelle ou MGEN par exemple. La particularité de Corom, c'est qu'effectivement, on gère à peu près 23 000 structures au niveau national, donc petites, moyennes ou grandes, du secteur d'activité qui vont de la petite enfance, comme je le dis souvent, jusqu'au grand âge. Donc, c'est vrai que la crise sanitaire qui nous touche aujourd'hui, on va le voir sur le baromètre. Alors, le baromètre a été fait avant la crise, mais on a eu déjà des webinaires qui exprimaient un petit peu aussi le baromètre en fonction de la crise actuelle. Ça sera intéressant d'en parler tout à l'heure. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on représente à peu près 2000 structures. Et d'ailleurs, dans les intervenants tout à l'heure, il y aura Philippe Besson de l'association de TMC de la Loire. On est là pour créer effectivement une synergie entre nos adhérents, la protection sociale, qui est élémentaire aujourd'hui, et aussi des moyens de prévention que
on a mis en place il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Nathalie Lair en parlera peut-être, mais moi j'étais là à l'époque et on a été assez innovant dans la création d'une boîte à outils pour nos adhérents. Et nos adhérents qui sont présents aujourd'hui, que ce soit sur Lyon, Grenoble, Annecy ou Clermont par exemple, on a mis en place effectivement des partenariats et puis une boîte à outils avec un certain nombre de référentiels, un certain nombre d'outils pragmatiques aussi qui permettent à tout à chacun de s'associer à nous dans des circonstances qu'on détaillera tout à l'heure. En tout cas, le but, et moi en tant que délégué régional, c'est d'apporter à la fois des solutions en termes de protection, mais aussi de faire le lien avec l'UDES, bien évidemment, et aussi à travers le baromètre qu'on va voir là tout de suite avec Nathalie Lair, donner des outils aussi de comparaison avec nos autres adhérents. Et c'est bien aujourd'hui de faire aussi une analyse région par région. Moi qui connais aussi d'autres régions pour y avoir travaillé, ben, je m'aperçois que notre région Auvergne-Rhône-Alpes a des particularités. Elle est riche d'expérience, mais cette expérience-là, il est bon, en tout cas, de la partager aussi avec nos partenaires comme l'UDES et puis de travailler avec ses adhérents sur des outils pragmatiques. Voilà, sur la présentation de Quorum. Donc maintenant, on peut démarrer sur le baromètre QVT spécial Auvergne-Rhône-Alpes. Nathalie, ton micro. Nathalie, Oui, voilà. Donc, voilà, je disais que je reprends la main. Donc, et je vais passer effectivement j'ai extrait un certain nombre de diapos qui me paraissent intéressantes pour effectivement présenter la question de la QVT dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, deux mots sur le service dans lequel je suis rattachée. Donc, je suis chargée de mission. On est dans une petite équipe de 6 personnes qui sont justement en appui, en accompagnement des adhérents de Quorum sur toutes les problématiques de prévention et de qualité de vie au travail. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. On retrouve ça effectivement sur notre site, mais on a un certain nombre d'outils, de documents, de diagnostics qu'on veut mettre en place dans les entreprises et également des baromètres. Donc, il y a un baromètre interne qu'on appelle intra, qu'on a développé là, pour les entreprises plutôt de 350 salariés. Et puis, auparavant, effectivement, tout ça, c'est né de la volonté, il y a plus de 6 ans, de vouloir avoir plus d'informations sur la qualité de vie en général, le bien-être des salariés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, juste peut-être, ce baromètre-là, il a été monté en partenariat avec le CSA, donc qui nous aide sur la gestion et l'analyse effectivement des résultats. C'est une enquête très importante qui, cette année, pour la dernière, en fin 2019, a représenté plus de 5000 répondants. Alors, deux infos quand même au préalable. On parle de baromètre qualité, donc de quoi parle-t-on? Qualité de vie au travail, je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien dans les entreprises, c'est un terme qui est rentré. Voilà. Des démarches, on en voit se développer, mais ce n'est pas encore énorme, contrairement aux démarches de prévention plus classiques des entreprises. Ce qui est sûr, c'est que le but, en fait, elles se sont développées surtout, je dirais, avec l'apparition des risques psychosociaux qui ont obligé quelque part les entreprises à se questionner plus globalement sur aussi les modes d'organisation, les modes de management, les modes des politiques de ressources humaines, de communication, etc. Donc, un ensemble d'éléments dans l'entreprise qui permettrait, face aux risques psychosociaux, de développer justement au contraire le bien-être des salariés. Voilà, donc ça c'est au niveau définition de la QVT. Le baromètre, je pense que vous voyez de quoi il est question. C'est justement un indicateur, un instrument de mesure
Alors, comme on peut dire Torricelli, il y a 300 ans, qui mettait en place une mesure de la pression atmosphérique pour essayer de prévoir le temps de demain, on pourrait dire, nous, bien sûr, plus modestement, que le baromètre QVT sert à mieux identifier, mieux percevoir le niveau de qualité, de bien-être au travail des personnes. Et surtout, derrière ça, un instrument, c'est fait pour mettre en place des actions, c'est de pouvoir donner des indications, notamment aux dirigeants dans les entreprises, sur la mise en place d'actions d'amélioration. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est les résultats. Alors, c'est des résultats très synthétiques, hein, parce que l'ensemble des résultats représente représenterait plus de 100 diapos. Moi, j'ai extrait des données un peu générales, mais qui permettent de faire des comparaisons, parce que Pascal Bourg en parlait. L'intérêt aussi du baromètre, c'est de pouvoir comparer dans le temps donc l'évolution de la perception ou du vécu de la QVT par les salariés. Donc, dans votre région, on a 3 ans de recul par rapport à ça. Et puis, c'est aussi d'analyser, bien sûr, les résultats régionaux par rapport aux données nationales sur le baromètre, notre baromètre de l'ESS. Et le CSA nous apporte aussi des éléments sur des comparaisons avec d'autres secteurs, d'autres entreprises, pour ce qui concerne par contre uniquement les salariés. Précision, et c'est la particularité aussi de notre baromètre, c'est que nous avons souhaité, en règle générale, dans les autres secteurs, on voit que on interroge uniquement même les salariés. Et dans le cas présent, on a souhaité nous aussi interroger les dirigeants, qu'ils soient dirigeants salariés ou bénévoles. Voilà. Alors, je vais vous présenter les résultats. Voilà. Alors, juste un petit rappel méthodologique. Quand on parle de baromètre global comme ça, de quoi on parle? On est simplement en fait sur un questionnaire relativement simple, donc adressé aux entreprises. En principe, ils ont 15 minutes pour le remplir. Donc, on n'est pas sur un questionnaire qu'on dit ouvert où les gens vont rentrer des éléments très qualitatifs ou très développés. Voilà. Donc, l'idée, et ça c'est important dans le cadre d'un baromètre, c'est ce qu'on dit aussi aux entreprises, voilà, il faut des choses assez courtes pour que les gens aillent jusqu'au bout justement du questionnaire. Donc, ce questionnaire a été réalisé en novembre, entre octobre et novembre 2019. Donc, il est vrai, je pense qu'il y aura peut-être des questions par rapport à ça. Il est effectivement avant le Covid, mais par contre, il permet quand même de voir des tendances. Hein, comme je disais, on en a par rapport à un recul de 3 ans. Donc, il y a des choses quand même intéressantes qui peuvent peut-être aider aussi à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et autrement, donc on est sur un échantillon de 583 salariés, 583 répondants, hein, dont 503 salariés, comme vous le voyez, des dirigeants. C'est à peu près 10%, ça représente 10% à peu près des répondants au niveau national. Et par contre, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a une baisse du remplissage en fait, de ce questionnaire, hein, qui est de 30% par rapport à il y a 3 ans. Donc, on a bien moins de personnes qui ont répondu. La structure de l'échantillon, ça aussi, je vais passer très vite, hein, bon, ouais, mais je pense qu'on est à peu près dans les caractéristiques, hein, de la population, c'est-à-dire une population féminine, une population qui est vieillissante, puisque là, plus de 58% ont plus de 45 ans. On est sur un public de salariés, essentiellement, avec 14% quand même de dirigeants, des contrats en CDI, et puis des gens à temps plein. Voilà. Et quand on regarde du côté des structures, là, on a essentiellement, bon, c'est la majorité aussi du panel des structures, des associations, ensuite des mutuelles, et après, on a
on a quelques structures, mais peu importantes, sachant qu'en termes d'effectifs, autrement, on est dans le créneau de petites entreprises entre 10 et 50 salariés. Voilà. Donc j'en arrive au plus intéressant, c'est-à-dire les données globales. La première question d'ailleurs du baromètre vise à mesurer en fait le degré de satisfaction en général des personnes, alors à la fois salariés et dirigeants, donc au travail. Alors, on voit bien que derrière cette satisfaction, quand on pose cette question, les gens peuvent y mettre, les travailleurs en général vont y mettre des choses probablement très différentes. Mais peu importe, là, ce qui était intéressant, c'était justement de pouvoir identifier ce niveau de satisfaction, puisqu'il est clé, on sait qu'il est clé dans le sentiment d'être bien au travail, donc de bien travailler et d'être également et participe au niveau de la santé, bien sûr, des personnes. Voilà, donc 79% globalement, dirigeants et salariés, là je reprécise. C'est un taux tout à fait honorable, en fait, qui a même progressé par rapport à 2016 et qui est plus fort que le niveau national, qui est de lui seulement de 76%, je précise. Voilà. Après, ce qui est intéressant de regarder, on a essayé de le faire par type de structure. On voit, alors on n'a pas pu analyser certaines structures parce qu'elles étaient trop petites, mais on voit qu'il y a des taux de satisfaction qui sont quand même très importants entre, par exemple, les associations, on est à 80%, et les mutuelles qui ne sont qu'à 71%. Au-delà de la satisfaction générale, c'était quand même très important de dissocier celle des salariés et des dirigeants, bien entendu, du fait qu'ils ont un positionnement complètement différent. Donc là, ce qu'on peut voir également, c'est que globalement, que ce soit sur les deux catégories, il y a une augmentation de la satisfaction au travail. Donc ça, c'est un élément très, très positif. Des satisfactions qui sont supérieures aux niveaux nationaux identifiés. Voilà, dans les deux catégories. Voilà. Et par rapport, par contre, j'ai pas par rapport au benchmark, par contre, qui est fait du niveau de satisfaction des salariés dans d'autres secteurs, on voit quand même qu'il est inférieur au niveau rencontré. Ça, c'est des données globales. Quand on a analysé un peu plus, là, nous n'avons pas le temps de le détailler, mais quand on regarde un peu plus quels sont les facteurs de satisfaction, en tout cas dans le travail, pour plutôt les salariés, mais même aussi les dirigeants dans l'ESS, en premier arrive la question de l'utilité du travail, du sens du travail, qui est très bien compris par les personnes, de la variété du travail aussi, de pouvoir être sur une activité, des activités différentes dans une même journée, etc. Et puis l'ambiance de travail. C'est les 3 points de satisfaction qui ressortent du baromètre régional, mais aussi du baromètre national. Là, on est sur les mêmes critères. On a ensuite demandé dans une autre question aux dirigeants et aux salariés d'évaluer, de noter la qualité de vie au travail dans leur structure, donc là sur une échelle de 1 à 10. Donc là, on peut voir, alors quand on dit évaluer la qualité de vie au travail, là on est plus pour les personnes à évaluer tout ce qui est autour, tout ce qui dans l'entreprise est mis en place pour favoriser cette qualité de vie au travail. On n'est plus du tout sur la satisfaction. Donc dans ce cadre-là, on voit également que par rapport à 2016, eh bien, la notation a augmenté, pas énormément, mais elle a quand même augmenté, ce qui est un point positif.
Elle est supérieure également aux moyennes qu'on a au niveau national, puisqu'au niveau national, pour les salariés, on est à 6,2 et 7 seulement pour les dirigeants. Mais au-delà de ça, on peut quand même se questionner en disant que oui, la notation est positive, mais elle n'est pas, notamment pour les salariés, très, très importante. Donc, ce qui peut laisser entendre qu'en termes de mesures, de mise en place de dispositifs en matière de qualité de vie au travail, il y a encore du travail à faire. Voilà. Cette diapo me paraissait aussi intéressante à montrer, parce qu'elle identifie la perception qu'ont aussi les salariés et les dirigeants de l'évolution de leur qualité de vie au travail depuis 3 ans. Et si on voit que pour un quart des salariés, ce qui est en violet en haut à peu près, ou un tiers des dirigeants en dessous pour l'année 2019, donc la QVT se serait améliorée. On voit de l'autre côté quand même que pour une majorité de salariés, à 46%, on voit, même si c'est un petit peu diminué, la qualité de vie au travail se serait plutôt détériorée pour ces personnes-là. Voilà. Et pour les dirigeants, on est plutôt majoritairement, ils pensent qu'elle n'a pas changé. On est sur un stade stationnaire. Voilà. Alors, vous me direz, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça derrière? Donc, effectivement, dans le baromètre, était demandé en fait aux salariés et aux dirigeants de dire quels étaient pour eux les principaux motifs d'amélioration ou de détérioration de leur qualité de vie au travail. Alors, on n'a pas pu le faire, on n'avait pas assez de données pour les dirigeants, ils n'étaient pas assez nombreux pour qu'on puisse effectivement faire cette analyse. Par contre, pour les salariés, on a pu facilement le faire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a 3 facteurs déterminants mais qui sont communs à la fois et qui peuvent expliquer et qui montrent justement leur importance, à la fois la dégradation ou l'amélioration de la qualité de vie au travail. Quand on regarde, on a les changements d'organisation, l'ambiance au travail et les évolutions de mission et intérêt au travail. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces 3 points qui me paraissent effectivement très, très importants. Les changements d'organisation, bon, ce n'est pas spécifique au secteur de l'économie sociale et solidaire, sauf que c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, donc les structures les salariés ont été beaucoup perturbés par des changements. Il y a eu la loi de 2002, il y a eu derrière un certain nombre en lien ou pas, de réorganisation, de regroupement, restructuration. Il y a l'effet aussi plus important de la traçabilité, donc qui modifie aussi le travail des personnes. Donc, c'est clair que tous ces éléments sont source de perturbations, de stress voilà, des salariés. D'ailleurs, un certain nombre d'études l'ont déjà montré que les principaux facteurs de risques psychosociaux sont liés effectivement à ces changements sources d'incertitude. Voilà. Donc, on voit que c'est un élément qui apparaît plutôt étant plus important pour expliquer la dégradation de la QVT, mais quand même, on voit qu'on a 35% qui pensent aussi, ou autrement plutôt, que les changements qu'ils ont vécu dans leur structure ont permis aussi d'améliorer la qualité de vie de leur travail. Donc, bon, là, c'est difficile d'analyser en tant que tel ces résultats-là, mais on peut penser que la recherche d'une meilleure organisation ou de mieux redéfinition de leur position, par exemple de leur positionnement dans l'entreprise ou de leur emploi, a pu effectivement
jouer dans ce cadre-là. Deuxième grand facteur que je voulais évoquer avec vous, c'est celui de l'ambiance de travail. Donc c'est vrai, je vous l'ai dit au début, hein, c'est un facteur important de satisfaction du travail des salariés. On dit souvent que plus globalement, hein, les relations de travail qu'il y a là sont un facteur là de protection, voire de compensation, souvent de difficultés vécues par les salariés. Par exemple, un exemple, là, bon, je parlais de l'importance des changements dans le travail. C'est vrai que le fait que ce soit l'inquiétude, l'incertitude liée à ces changements, si elle peut être compensée par un collectif de travail, voilà, qui est soutenant, peut faciliter ça, hein, puisque là, dans le terme ambiance, on peut intégrer à la fois le soutien du collectif, qui partage un peu les mêmes valeurs, le soutien du manager, voilà, qui est important, et puis après, tout ce qui fonctionne plutôt bien dans toutes les structures de l'ESS, c'est tous les réseaux d'échange, les réunions d'échange qui sont voilà, organisées. Voilà. Sauf que c'est vrai, quand des difficultés apparaissent à ce niveau-là, des tensions importantes, ça va être ressenti donc comme facteur négatif, bien entendu, pour les personnes. Et peut être source derrière, effectivement, de conflits, parfois de conflits ouverts et d'absentéisme. Voilà. Et puis le troisième facteur, mais je vais passer assez vite, c'est celui du contenu du travail, hein, de sa mission. Voilà, qui là, ben, on voit, là, on est à peu près au même niveau, même pourcentage pour l'évaluer comme positif ou négatif. Donc, soit c'est vécu pour certains comme de l'enrichissement au travail et pour d'autres pour de l'appauvrissement. Voilà. C'est un petit peu longue, mais bon, cette diapo permet, voilà, de dire des choses quand même. Voilà. Alors ça, c'est pour alors, il n'y a pas de comparaison là, parce que c'est juste une question qu'on a rajoutée dans le dernier baromètre là, de 2019, mais qui est quand même assez intéressant parce qu'il mesure quelque part un peu l'engagement, alors j'ai mis fierté, mais bon, voilà, dans son entreprise, dans le sens où on va ou pas la recommander. Voilà. Donc, on a quand même des taux intéressants à ce niveau-là. On voit que sur la région, visiblement, les gens sont plus à même de recommander leur entreprise qu'au niveau national, ce qui est un écart assez important. Et quand on compare avec des études également d'autres secteurs faites par le CSA, on est bien en dessus au niveau des résultats. Voilà, et puis je voulais terminer en fait hein, sur la question de la confiance en l'avenir professionnel parce que, et ça peut faire écho un peu à la situation que vivent aujourd'hui l'ensemble des entreprises hein, d'une manière générale avec le Covid qui est passé par là. C'est celle donc de la sécurité hein, au travail. Et c'est vrai qu'on voit bien là qu'on a des taux qui ne sont pas très importants dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. On a un taux en région Rhône-Alpes de 60% pour les salariés qui progressent quand même. Hein. On voit que les taux de confiance ont quand même augmenté, que ce soit pour les salariés et pour les dirigeants. Ils sont supérieurs, comme vous pouvez voir au niveau des chiffres, au niveau national. Par contre, quand on compare avec d'autres secteurs extérieurs, le CSA fait remonter que les taux pour les salariés étaient quand même de plus de 5 points plus importants. Donc, c'est vrai que le fait, on le voit bien, hein, le fait à la fois qu'il y a dans ces secteurs-là une diminution des subventions, des réorganisations qui ont été mises en place, donc du côté des entreprises et du côté des salariés, des caractéristiques en termes de niveau de qualification moyen, de vieillissement de la population, ou encore d'un certain nombre de personnes qui ont des contrats en CDD. Donc tout ça voilà, peut expliquer aussi voilà, ce sentiment de
pas de défiance, mais voilà, de manque de confiance en son avenir professionnel. Et effectivement, très clairement, tout ce qui se passe là dans le cadre effectivement du contexte du Covid, on ne peuvent que développer un sentiment plus fort d'insécurité qui, on le sait, comme je vous ai dit sur les questions de changement organisationnel, sont réellement source de risques psychosociaux pour les personnes. Et j'en terminerai là, d'où l'importance de mettre en place et de travailler sur des démarches de qualité de vie au travail qui permettent quelque part, voilà, de rassurer et de développer la confiance globalement dans l'entreprise. Voilà. Merci Nathalie. Peut-être une question pour enchaîner ensuite sur les témoignages. Peut-être qu'est-ce que peut faire une structure pour mettre en place une démarche QVT, et notamment dans ce climat, dans ce contexte anxiogène de Covid-19, comment une entreprise peut prévenir les risques psychosociaux et mettre en place une politique qualité de vie au travail dans son entreprise? Alors, effectivement, c'est pas moi qui aurais dû faire la présentation, mais bon, la personne, Madame Chaous, donc qui est responsable qualité et prévention dans la structure, là, ne pouvait pas être présente. Alors, elle n'a pas encore Là, ce que je vais présenter, donc c'est ce qu'elle m'a. Moi, je fais un peu son porte-parole, mais c'est vrai que c'est intervenu un peu avant effectivement les actions qui ont été mises en place ont été réalisées également avant effectivement le Covid. Donc ça, je ne veux pas m'engager là-dessus. Par contre, effectivement, là, on a parlé en général de données globales sur les entreprises et les salariés de la région. Plus concrètement, comment on peut utiliser justement un baromètre. Et je vous disais que nous, on développe effectivement pour des entreprises d'une certaine taille ce type d'outils parce qu'il permet effectivement de toucher l'ensemble, bien sûr, la logique des populations, voilà, des salariés, et d'identifier les principaux points sur lesquels l'entreprise doit agir. Voilà. Donc là, on a accompagné effectivement cette entreprise au niveau de sa démarche. Donc, ce que je peux dire, c'est que sur une démarche comme ça, il faut que la direction soit moteur, quoi, Voilà, là. Et là, ça a été le cas. C'est vraiment le directeur général qui a dit, en fait, il n'est pas parti d'une situation particulièrement dégradée, mais bon, simplement, il a estimé, compte tenu qu'il y avait plein de sites dans cette structure. Alors, je n'ai pas précisé, c'est une structure d'aide à domicile et puis de soins infirmiers à domicile également. Voilà, donc une grosse population d'aide à domicile en tout cas. C'est une précision. Donc, oui. C'est une structure voilà, assez importante. Voilà, tu la connais bien. Voilà, qui est donc sur Saint-Étienne et qui a un peu moins de 1000 salariés. Voilà, et qui effectivement a qui est implanté sur tout le département. Il y a effectivement un taux d'absentisme qu'on le rencontre dans l'aide à domicile assez important par rapport au secteur de l'économie sociale. Voilà, donc c'est vrai que oui, il y avait comme dans beaucoup de structures cette problématique d'absentéisme, mais plus globalement, c'était d'avoir une vision des sujets, des problématiques plus prioritaires des salariés éclatés sur différents sites. Donc, une démarche doit être portée, comme je dis, par la direction, une démarche qui doit être très structurée. Donc, c'est là où on a pu aider l'entreprise, l'aider à monter en compétences en nommant. Bon, après, c'est comme la conduite d'un projet, avec un responsable, un pilote du projet, un comité de pilotage qui avait pour objet justement de valider, parce qu'ils ont été, eux, adapter un questionnaire précisément à leur activité. Et puis, ce comité de pilotage chargé aussi d'analyser les résultats.
Avec une approche pluridisciplinaire, hein, globale. Donc, on avait à l'intérieur de ce comité de pilotage des représentants des différents métiers, une aide-soignante, une aide à domicile, un chef de service et des représentants du personnel également. Voilà. Et dans la structuration de leur démarche, suite à l'analyse des résultats, donc a été donc partagée, hein, avec des avis différents, mais bon, ils se sont mis d'accord. Ils ont défini donc des thèmes de travail qui ont été repris par des salariés de la structure. Voilà. Parce qu'il faut, sachant que voilà, ce qui est intéressant dans ces démarches qualité, c'est que dans la mise en place d'une politique qualité, c'est que la démarche en fait participe elle-même à l'amélioration de la qualité de vie au travail, dans le sens où les gens sont impliqués, on peut s'exprimer et voilà, ils proposent des choses. Voilà. Donc, alors, en quoi ça sert, et pour reboucler avec la thématique aussi là, de la matinée, en quoi la QVT est un outil de prévention, voilà, au niveau de la santé. Là, très clairement, les résultats de leur baromètre en interne a permis réellement à alimenter leur document unique, et notamment en repérant des situations de travail collectives ou des métiers qui étaient en particulier, ou des emplois qui étaient particulièrement à risque dans l'organisation. Ça, c'est très important. Et puis après, vous le voyez, hein, le but de tout ça, c'est bien, donc, on le disait, de mettre en place des plans de prévention. Et voilà, on a listé un certain nombre de thèmes. Ça n'a rien de révolutionnaire, hein, voilà, en tant que tel. Là, ils étaient soit pour généraliser un parcours d'intégration, expérimenter une nouvelle organisation des plannings, former les managers, avoir une autre posture vis-à-vis de leurs équipes, ou sensibiliser les bénéficiaires là, donc sur voilà, du matériel. C'est des choses bon, voilà, très concrètes, plutôt basiques, mais qui n'avaient pas été formalisées, notamment et surtout, voilà, où les salariés ont été partie prenante de la démarche. Voilà. Merci Nathalie. Je passe tout de suite la main donc à Younes Benjab. Je vais peut-être juste dire un mot, moi, pour faire parler de Younes et puis de Philippe Besson qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas s'il a l'image, Philippe Besson. Voilà, je sais qu'il a le son, mais il n'a pas l'image. Voilà, tout ça pour dire que avec Younes, on va parler des actions concrètes que nous qu'on peut mettre en place avec les adhérents, et en particulier les clubs prévention. Voilà. Et avec Younes, il anime, et moi je participe régulièrement au club prévention, en particulier celui qu'on a mis en place à Valence. Et donc d'ailleurs, on en avait mis en place aussi à Lyon. Et ces clubs prévention sont un moyen d'aider des adhérents à partager des expériences avec quelqu'un qui fait le lien. Et en l'occurrence, sur le club de Valence, c'est Younes qui nous en parler. Et je voulais juste rebondir sur le baromètre QVT et les baromètres intra aussi. Donc, on en a mis en place donc, pas mal, effectivement, sur la Loire. Hein. Pas parce que je suis forésien d'origine que je privilégie les adhérents de la Loire, mais pour le coup, il s'avère qu'on a mis en place, et on est encore le mois de novembre, par exemple, avec les fêtes de la Loire, on va expérimenter effectivement le baromètre QVT intra. Le but, c'est d'apporter des solutions de mutualisation. C'est normal pour une mutuelle comme nous, mais de travailler surtout sur des thèmes d'action et des axes de travail. Et le baromètre intra pour les structures qui ont la taille suffisante pour le faire permet effectivement d'aller plus loin. Et on verra avec Philippe Besson tout à l'heure, d'aller sur des pistes d'action, de prioriser des pistes d'action. Et le club prévention, ça permet aussi d'interagir et de partager les expériences. Donc, du coup, Younes peut plus facilement nous en parler puisque c'est lui qui anime le club de Valence. Je lui laisse la main. Merci Pascal. Donc, bonjour à tous. Effectivement, le club prévention ou les clubs prévention de manière générale, en tout cas pour ceux qu'on propose
dans les différentes régions de France vise à aller un peu plus loin et donc représenter une sorte de continuité par rapport au baromètre. Donc, autant les baromètres permettent justement de disposer d'un état des lieux, d'une photographie des déterminants sur lesquels il convient d'agir en matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques professionnels. Les clubs prévention, quant à eux, donc ce sont, comme l'a souligné Pascal à juste titre, des ateliers qui sont intersectoriels, interbranches. Et donc, ce sont des réunions, 4 réunions, en gros, étalées dans l'année. Le choix des dates se fait avec les structures, où là, l'idée, au cours de ces réunions, c'est vraiment d'accompagner sur un plan méthodologique, théorique, mais également aussi en termes d'outillage, toutes les structures adhérentes à Quorum en prévoyance collective, avec l'idée derrière de les accompagner de l'identification d'une problématique en lien avec les questions de santé au travail de prévention des risques professionnels, jusqu'à minima la réflexion à la conception d'un plan d'action. Et donc, au cours de ces journées, l'idée, en tous les cas pour les chargés de mission Quorum, c'est vraiment d'accompagner sur ces 3 volets nous adhérents, à savoir un accompagnement théorique, méthodologique et en termes d'outillage. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre à nos adhérents de structurer leur démarche de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité de vie au travail. C'est aussi, les clubs prévention sont une occasion aussi pour travailler sur des sujets ou des problématiques beaucoup plus fines, telles que les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, ou aller même pour travailler sur des problématiques très ciblées sur la conduite des réunions, sur échanger également sur les problématiques qui peuvent porter autour des situations de conflit, des plannings, etc. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, ce que je vous propose, c'est de partager l'écran avec vous et à travers deux exemples très concrets pour vous donner un petit peu à voir du type de sujet que l'on peut aborder au cours de ces clubs prévention. Donc, dans la slide que vous voyez à l'écran, ce que l'on voit ici, c'est plutôt, en tous les cas, une structure que l'on a accompagnée dans le cadre du club, dans le cadre d'un club prévention, qui a souhaité, à l'issue d'un baromètre sur la qualité de vie au travail en intra mis en place. Donc, c'est le dispositif dont parlait Nathalie, qui est dédié aux structures de plus de 350 salariés. Elle a souhaité mettre en place une commission qualité de vie au travail, donc une instance à vocation plutôt opérationnelle qui viendrait en appui aux instances représentatives du personnel déjà existantes. Donc là, l'idée, en tous les cas pour moi, consiste uniquement à partager avec vous une sorte de trame, de charte d'une commission qualité de vie au travail qu'on a pu travailler dans le cadre du club prévention, donc avec les différents éléments que l'on doit retrouver dans cette fameuse charte. Donc voilà là un premier exemple de sujets sur lesquels on est en mesure de vous accompagner dans le cadre des clubs prévention. Je prends également très rapidement un autre exemple. Alors, je vous prie de m'excuser pour la coquille qui figure sur cette slide-là. C'est une autre structure, une maison d'accueil spécialisée qui, effectivement, elle aussi, a mis en place, dans le cadre, un niveau associatif, un baromètre sur la qualité de vie au travail. Et suite à ce baromètre est apparue la problématique des troubles musculo-squelettiques. Donc, ils se sont aperçus au sein d'une masse en particulier que les professionnels que sont des AMP principalement sont exposés aux troubles musculo-squelettiques de manière assez importante et se sont posés par la suite la question de comment on fait remonter l'information pour agir le plus en amont possible et prévenir ou à minima réduire l'impact des troubles musculo-squelettiques sur la santé des professionnels, mais aussi pour améliorer la qualité de service rendu et donc aussi travailler sur la question du bien-être des professionnels. Et donc, ce qu'on a pu travailler avec cette structure, c'est ni plus ni moins qu'un process de traitement des fiches d'événements indésirables. Donc, effectivement, dans le cadre de cette structure, ils disposaient parmi les outils des fiches d'événements indésirables, mais qui étaient mal exploitées. Ce qu'on a travaillé avec eux, c'était surtout le process d'identification des situations à risque de TMS, en différenciant les différents niveaux,
Et on a travaillé également avec eux le processus de traitement des situations qui pouvaient remonter via les fiches d'événements indésirables et le retour qui est fait par la suite aux salariés une fois qu'on s'est saisi de la problématique. Donc, effectivement, la porte d'entrée concerne bien la question de la qualité de vie au travail et en affinant justement les résultats, on aboutit à des problématiques très concrètes telles que la prévention des troubles musculo-squelettiques et on s'approprie à travers les outils qui peuvent exister au sein des structures, on part de ce point-là comme porte d'entrée et on accompagne nos adhérents justement à affiner, à revoir ou à remettre au goût du jour des outils qu'ils ont parfois à disposition ou on leur propose dans le cadre des clubs prévention des outils tels que les fiches d'événements indésirables pour affiner la méthodologie, la remontée d'informations, les modalités de traitement, mais aussi la réponse qui est apportée une fois que la problématique est identifiée. Et donc, ce que vous pouvez voir à travers cette slide-là, c'est qu'on a distingué 3 niveaux de risque avec 3 types de situations, avec des modalités de traitement ou de réponse immédiate, à court terme ou encore à moyen terme. Et donc, pour ces types de situations, je vous propose d'aller un peu plus loin. Et donc, dans cette slide-là, dans la slide qui suit, on a essayé de distinguer, puisqu'on part du principe, dans le cadre des clubs prévention et de manière générale, au sein de Quorum, on part du principe que les démarches de prévention des risques professionnels et de promotion de la qualité du travail ne doivent jamais reposer sur une seule et même personne, mais bien reposer sur un ensemble d'acteurs si on veut que là où les démarches et les actions de prévention et de promotion de la qualité du travail s'incrémentent au plus près du terrain. Et donc ici, dans la slide qui figure, ce que l'on voit, c'est comment l'information doit remonter, par qui elle doit remonter et quelles sont les actions qui doivent être réalisées. Une fois que les informations ont été recueillies, l'idée, c'est aussi de donner à voir qui doit les traiter et quel type de réponse apporter, si c'est une réponse à court terme, à moyen terme ou à plus long terme, et qui doit l'apporter aux professionnels. Là, l'idée, c'est surtout d'inciter les salariés, les professionnels de terrain, à renseigner les fiches d'événements indésirables et de faire en sorte à ce que cet outil soit un outil qui participe à la prévention des risques professionnels et à la promotion de la qualité de vie au travail. Et donc, par contre, une fiche d'événements indésirables, c'est des éléments aussi qui sont discutés et centralisés dans cette structure en particulier une fois par an et discutés au sein du CSE. Voilà là très rapidement 2 exemples de situations, alors bien entendu, ou de problématiques que l'on travaille dans le cadre des clubs prévention. Bien entendu, il y en a d'autres. Ce que l'on vous propose, c'est de vous inviter tout simplement à participer au club prévention qui existe. Il y en a un actuellement qui se déroule sur Valence. La prochaine date est prévue au mois de novembre. Soit vous vous rapprochez de Pascal ou de moi-même, ou sinon, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et on vous expliquera plus en détail les conditions pour y participer. Mais très rapidement, on insiste quand même sur quelques conditions. C'est une présence paritaire, c'est-à-dire des représentants de la direction et des représentants de salariés, un engagement des structures à participer à 4 réunions dans l'année. Dès lors où ils ont assisté à la première et que le format d'accompagnement leur convient, il y a un engagement de la part de chaque structure à participer aux 3 autres. Et puis, il y a des travaux d'intercession, c'est-à-dire qu'on vous accompagne en vous fixant des objectifs qui vous permettent d'avancer dans le cadre de vos travaux. Merci. Voilà un petit peu la présentation du club. Merci beaucoup pour votre présentation. Sans transition, nous présentons M. Philippe Besson, directeur des ADIMC 42, pour une présentation de son expérience avec le baromètre dans ces structures. Voilà, à vous la parole. Présenter Philippe Besson. Oui. Passer à l'image, Philippe, pour qu'on puisse le voir. Je n'ai pas d'image. Pas d'image, pas sans image. Simplement, il y a une question qui a été posée lors d'un chat là, sur la médecine du travail et on l'a travaillé sur le club de Valence. Bien évidemment, la médecine du travail est utile dans le cadre d'accompagnement. Donc, c'est important de les associer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'importance du binôme, effectivement, lors des clubs prévention est fondamentale. Dernier point aussi,
le financement aujourd'hui des clubs prévention est assuré par Corom, mais on se charge aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler du haut degré de solidarité, à travers vos régimes de prévoyance, vous avez des modes de financement prévus. Il y a des diagnostics, qui d'ailleurs Younes a fait sur un ensemble de structures sur la Drôme, qui sont financés aussi, et on peut vous aider à trouver des financements sur des actions de prévention que vous souhaitez mener ou des diagnostics que vous souhaiterez avoir au niveau des structures. Et pour introduire Philippe Besson, effectivement, il a travaillé, et il va nous en parler, un baromètre QVT. Et moi, j'ai assisté à la présentation du baromètre aux 200 salariés de la structure. J'ai trouvé que c'était un événement formidable de dynamisation sur un sujet pas simple, et d'associer les 200 salariés de la structure à cette présentation. Je pense, il va en parler, ça donne aujourd'hui des résultats. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous, je suis en visio quasiment tous les jours, encore 2 visios hier, et aujourd'hui, mon ordinateur refuse d'afficher l'image et je voulais partager un document sur l'écran, ce ne sera pas possible. Voilà, donc quand on intervient en fin de visio, on n'a plus de temps et l'animateur m'a rappelé un petit peu à mes devoirs d'être très concis. Donc une petite précision, notre association, il faut rajouter un P à la fin de ADMC, P comme polyhandicap. Nous sommes une association de parents qui existe depuis 60 ans sur le territoire de la Loire. Nous exerçons également sur le territoire de la Drôme et prochainement en Haute-Loire et en Saône-et-Loire. Depuis 2015, notre association s'est engagée fortement dans le développement durable et donc nous avons axé tout notre développement autour des différents piliers du développement durable et en particulier les RH durables. C'est la raison pour laquelle en 2017, en lien avec les instances représentatives du personnel, nous avons voulu nous engager fortement en matière de qualité du travail. Donc, dans un premier temps, nous avons fait la photographie d'ensemble en nous appuyant effectivement sur le baromètre social de Corom. Ça nous a permis, comme l'a dit Pascal Gour à l'instant, de pouvoir présenter à l'ensemble de nos salariés. Donc aujourd'hui, on a à peu près 300 salariés dans l'association. On a pu présenter cette photographie en mars 2018 à l'ensemble des salariés en présence de Pascal Gour. Et le fait qu'on soit sur un outil qui soit partagé au niveau national, ça nous a permis à tous les salariés de pouvoir établir des éléments de comparaison avec les collègues de notre secteur et en particulier ceux de notre convention collective. Donc le parangonnage est toujours intéressant, ça permet de se situer son niveau de qualité et les marges de progression par rapport à nos différents collègues. Alors depuis 2018, puisque nous avons continué en matière de développement durable, on a été labellisé l'année dernière ISO 26000 Lucie. Nous sommes la 2e association en France à être labellisée. Donc, dans les engagements que nous avons pris pour les 3 ans à venir, c'était notamment de construire un plan d'action d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et donc, nous avons, avec l'aide d'un cabinet conseil à l'automne 2019, nous avons engagé un travail collaboratif avec une bonne partie de nos salariés pour améliorer le mieux vivre et le mieux travailler ensemble au sein de l'association. Pour cela, nous avons créé 5 groupes de travail qui ont été animés donc par un consultant extérieur. Un premier groupe sur donner ou redonner du sens au travail. Un deuxième groupe autour de soutenir des relations de qualité au travail. Un troisième groupe autour du thème favoriser le maintien en bonne santé. Le 4e groupe, concilier vie professionnelle et vie personnelle, une problématique commune à tous les salariés actuellement, quel que soit le secteur d'activité. Et puis enfin, développer des pratiques managériales favorisant l'engagement professionnel, le défi des cadres intermédiaires d'être entre le marteau et l'enclume souvent, et de pas savoir comment intervenir auprès des équipes de terrain. Donc ces 5 groupes ont fait l'objet d'une vingtaine de réunions, ont associé 30% des salariés de notre association pour que vraiment l'intelligence collective soit mobilisée pour activer des pistes de réflexion et surtout des pistes d'élaboration d'un plan d'action concret qui nous engagerait ensemble pour les 3 ou 4 ans à venir. Au moment où je vous parle, les premières conclusions ont été faites en mars dernier. On devait ensuite structurer ce plan d'action et là, pour les raisons évidentes que tout le monde connaît, on a dû différer cette étape-là qu'on a réengagée il y a quelques semaines
Donc aujourd'hui, l'équipe de direction travaille sur les 60 préconisations que les salariés ont fait à la suite de ces 5 groupes de travail. Et nous avons d'ici à Noël, pour réduire ces 60 propositions à une dizaine de propositions concrètes, réalistes, sur laquelle nous engagerons avec les représentants du personnel dans le cadre d'un accord d'entreprise qui nous permettra d'activer ce plan d'action dès janvier 2021. Alors naturellement, nous ne sommes pas isolés dans notre seul champ associatif et pour nous, c'est très important que des clubs de prévention comme celui que le groupe Corom s'apprête à mettre en place dans la Loire existent et naturellement, nous en serons partie prenante au premier plan si notre expérience est susceptible d'intéresser nos collègues pour la partager. Voilà ce que je peux dire immédiatement dans les 3 ou 4 minutes qui m'étaient imparties par Guillaume. Merci d'avoir joué le jeu. Du coup, je vais peut-être céder à ce que je vois le temps qui s'écoule. Vous pouvez toujours poser vos questions donc, aux conférenciers pour appel dans le QR. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je cède la parole à Guy Babola pour une présentation de l'ERDS avant de conclure ce webinaire. Je remets le micro. Merci Guillaume. Alors, je vais essayer d'aller très vite. L'espace régional de dialogue social, de l'économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes, donc cela rassemble en fait tous les représentants régionaux des syndicats d'employeurs fédérés au sein de l'UDES et les principales organisations syndicales signataires de la charte de fonctionnement de l'ERDS. Alors, c'est pas exhaustif, mais enfin, aujourd'hui, il y a la CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et UNSA. L'ERDS, donc, c'est l'idée de décliner sur le territoire régional des pratiques de concertation développées au niveau national à l'échelle des branches et du champ multiprofessionnel dont je parlais tout à l'heure de l'ESS. Donc, l'idée, c'est de rendre opérationnelles des dispositions et des orientations nationales sur un territoire en les adaptant au contexte et aux besoins de ces territoires. Alors, les axes stratégiques, rapidement, c'est anticiper, accompagner les mutations, c'est faire vivre le dialogue social, développer la formation continue et former la fonction dirigeante. Donc, ces 4 axes sont un peu les axes stratégiques de l'ERDS. Dans les années précédentes, l'ERDS a développé une action de sensibilisation au dialogue social dans les TPE. Il y a eu plus de 100 dirigeants et salariés donc, sur le territoire régional qui ont pu bénéficier de 8 sessions qui ont été organisées. Et puis, pour continuer à faire vivre ce dialogue social, le RDS a également rédigé un guide à l'attention des TPE pour développer le dialogue social. Je vous invite à le télécharger sur le site internet de l'UDES. C'est un petit document qui est effectivement très intéressant, qui a l'avantage d'avoir été co-construit avec les organisations représentatives des salariés. Sur la période de 2020-2021, en partenariat avec l'ARACT, l'Indirect et les services de santé au travail, le RDS va mettre en œuvre des sessions de sensibilisation à la santé au travail et à la prévention, justement dans l'exercice du dialogue social. Et on aura 8 sessions, d'1 heure à 1h30. Dirigeants, salariés, représentants de salariés pourront se former à ces thématiques-là, à apprendre à s'auto-évaluer, se documenter et être mis en relation avec des acteurs compétents sur le sujet, évidemment. Enfin, on a un outil d'auto-évaluation qui intègre les problématiques santé et QVT, ainsi qu'un guide des bonnes pratiques orientant les acteurs compétents qui seront testés et diffusés. Et là aussi, les documents seront évidemment téléchargeables sur le site de l'UDES. Alors, il y a des formations qui sont prévues dans, je ne vais pas les lister, mais dans beaucoup de départements de la région Rhône-Alpes. Il est évidemment possible de vous préinscrire à ces sessions de sensibilisation auprès de l'UDES en envoyant un mail à Guillaume, g.signon@udes.fr, et vous recevrez les save the date dès que les dates et les lieux auront été arrêtés. Voilà, j'ai fait très court, Guillaume. Oui, merci Guy. Si vous le souhaitez, on peut répondre à quelques questions. Vous avez trouvé le QR est activé. Certaines questions ont pu être posées. Elles ont eu des réponses écrites et des réponses orales.
S'il n'y a pas plus de questions, je vous invite à… On va conclure ce webinaire. Voilà. Je ne vois pas de main levée. Je non plus. Peut-être une conclusion, du coup, il y aura quand même une conclusion, voilà, où voilà, je peux peut-être intervenir au titre de quorum et puis Nathalie ou Younes peuvent peut-être répondre et on fera la conclusion aussi avec l'ami Oui. Younes. Oui, les témoignages, enfin, le but de ce webinaire, c'est pas de théoriser quelque chose, c'est de mettre en pratique. Je pense qu'il est important de nous faire remonter, et je pense que c'est aussi la tendance au niveau de nous, la santé au travail au sein d'un organisme de prévoyance comme Quorum, de partir des besoins des adhérents. Et le baromètre, comme le club prévention, ce sont des outils pratico-pratiques qui permettent de se jauger, comme l'a dit M. Besson aussi, par rapport au secteur d'activité. Aujourd'hui, plus qu'avec la crise actuelle, il ne faut pas s'isoler et il faut continuer de mutualiser un certain nombre de pratiques. Et on va s'apercevoir aussi, si on faisait un baromètre, et on a fait un webinaire pour ceux que ça intéresse, vous allez sur le site de Quorum Sides, vous aurez le webinaire en question. On a fait un webinaire, je crois que c'était au mois de mai, juste après le confinement, qui portait aussi l'idée qu'il fallait revoir le mode d'appréhension de la qualité de vie au travail, et que cette individualisation qu'il pouvait y avoir dans le travail aujourd'hui, il fallait la dépasser. Bien sûr, retrouver du sens dans le travail, mais aussi, il fallait continuer de travailler en équipe. Alors, peut-être différemment avec ce qui nous arrive qu'auparavant, mais il faut continuer de partager les choses. Et donc, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, donc ne créez pas de nouveaux outils, ils existent. Si vous allez sur le site de Quorum, vous allez en trouver 10 000, des référentiels. Par contre, il faut mettre en pratique, revenez vers moi, en tout cas sur la région. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y avait le Club de Valence, il y a celui de Saint-Étienne qui va se créer aussi. On peut en créer un sur Lyon ou sur Grenoble, les Savoies ou sur l'Auvergne, tout simplement. Donc aussi, n'oublions pas nos amis auvergnats. Donc, parce que je pense qu'il va falloir qu'on soude un petit peu tout ça, parce qu'il va apparaître d'autres problématiques liées au travail, liées à ce travail un peu à masque, si j'ose dire, et il faut démasquer un petit peu les problèmes aussi. Et donc, revenez vers moi, en tout cas au niveau régional, pour exprimer vos besoins. On essaiera avec différents partenaires d'y travailler. Un mot de conclusion, moi, simplement pour dire qu'effectivement, bien insister sur le fait que cette qualité de vie au travail, elle fait partie de l'impact social des entreprises de l'ESS dont je parlais tout à l'heure. Et puis, une autre remarque, ces démarches-là ne sont pas réservées qu'à des grosses structures. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu aussi d'être présent dans les TPE qui constituent l'essentiel des structures de l'économie sociale et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut bien sûr que les grosses structures s'équipent parce que c'est très important, mais je pense que c'est pas, il faut bien comprendre que ce n'est pas réservé. Et je refais la liaison avec le RDS. Là, j'ai été très vite sur la présentation de l'ERDS, mais pour moi, c'est vraiment un outil très, très important et qui peut être un relais sur ces questions-là auprès du plus grand nombre d'entreprises de l'ESS de la région. Merci. Voilà, merci. Pour cette conclusion. Du coup, il y a peut-être une petite question. Alors, une question sur la part des TPE dans l'ESS en Auvergne-Rhône-Alpes. Une question de Baptiste Nominé. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse à ce sujet? Je sais qu'au niveau national, c'est 50% à peu près de TPE dans l'ESS et 55% pour les associations. Au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, oui, ça doit être dans les mêmes eaux. Hein. Mm. On a la bonne moitié des entreprises de l'ESS sont des TPE. Mm. Et ce qui est important, c'était dit dans le baromètre tout à l'heure, les fusions, les regroupements font partie et les changements, c'est fondamentaux. Les petites associations, et c'est poussé par les financeurs, bien entendu, poussent au regroupement des petites structures pour atteindre une taille un peu critique qui serait de l'ordre de 100 salariés. Donc, ces craintes de petites associations d'être englobées dans des plus grosses fait partie aussi de la détérioration possible de la qualité de travail si c'est mal accompagné. Donc l'intérêt aussi, on n'en a pas parlé,
et c'est quand même une particularité du baromètre QVT Auvergne-Rhône-Alpes, ces changements et ces regroupements qui ont lieu aujourd'hui de manière accélérée peuvent aussi avoir une incidence. Donc, on peut aussi accompagner sur les opérations de regroupement, de fusion, d'acculturation de projets associatifs. Bien évidemment, il faut revoir les projets associatifs, qu'on soit petits, moyens ou grands, surtout quand on a l'ambition, comme l'ont pas mal de structures sur Auvergne-Rhône-Alpes, de grossir. Mais ça ne doit pas être au détriment du projet associatif et des gens qui ont fait le développement de ces associations. Merci aux intervenants, merci aux participants. Il est l'heure de clôturer ce webinaire et nous restons disponibles, Quorum et l'UDES, par mail. Et puis vous pouvez trouver également toutes les informations sur nos sites internet respectifs. En tout cas, merci encore pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.